tous, on espère que vous êtes en pleine forme en ce mercredi matin. On est ravis de vous retrouver. Allez, 3 minutes, mal. Ah, vacances, Maël, je me lance. Hein. Ja, Matré. Ah, donc j'en déduis que vous avez passé de bonnes vacances. Tout à fait. Super. Bon, Karl, est-ce que vous êtes toujours une lumière? Je croyais que vous alliez me demander en breton et là je dois rien. Non, je peux faire une phrase mais pas deux, faut pas exagérer non plus. Non, bientôt, on y arrivera. Toujours une lumière, de semaine en semaine, ça se confirme. Alors je vous répondrai que comme tous les profs, je ne suis pas une lumière mais un conducteur de lumière. Et bam. Bon bah, on a compris, on parlera de philosophie des lumières avec vous. Et voilà, la transition est toute trouvée pour vous présenter le thème du jour. Il s'agit de la pollution lumineuse. C'est comme ça qu'on appelle toute cette lumière inutile émise dans le ciel et dans l'environnement en général. Pour y remédier, il existe fort heureusement des solutions en choisissant par exemple des lampadaires adaptés. Vous verrez qu'il y a des villes modèles en Bretagne, à l'image de Trégueux dans les Côtes-d'Armor. On parlera de mode également ce matin avec un focus sur les sacs. Quelles sont les tendances en cette rentrée? Eh bien, réponse tout à l'heure. Et puis, Billy est allé à la rencontre d'une association qui réunit les passionnés de véhicules anciens en Ille-et-Vilaine. Voilà pour le menu du jour. Et je ne me suis pas trompée, parce qu'à la répétition, j'ai dit vésicule. Il faut quand même que tout le monde le sache. C'est très important. Hein, bravo. Bravo. Bonjour à tous, bienvenue à vous. Oula, ouf, Ouais. Ah, il y en a une qui n'a pas supporté. Non. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a un pas problème avec la facile. vésicule? C'est pas facile, je sais pas si c'est un problème de vésicule, mais j'avoue que j'ai un peu mal aux yeux. J'ai eu du mal à dormir également, et j'ai un peu mal à la tête aussi. Alors je Ça sais s'appelle pas. la gueule de bois. Oui, oui, ça s'appelle qu'il faut que j'arrête de faire des apéros le mardi soir. Mais non, parlons pollution lumineuse, n'est-ce pas? Même si c'est vrai que c'est pas comme si on était entouré par des lumières. Bonjour Karl. Merci, ça fait plaisir. Ni des conducteurs de lumière. Non, justement, j'ai visé Karl parce que toi Ouais, mais t'es je à suis à côté. côté, quand même. Oui. C'est pour ça que je préférais jouer la sécurité. Alors, conducteur de lumière, oui, et ben parfois il y a des bouchons sur la rocade. Hein. Alors, voilà, c'est pas le sujet, bien sûr. On parle de pollution lumineuse. On va y arriver. On va y arriver. Et des éclairages quand même. Vous avez... Vous avez dû vous poser la question des éclairages de magasin la nuit. Mais pourquoi donc? Alors, Pourquoi? peut-être pour les passionnés de vêtements comme Justine. Je fais ça la nuit. Oui, Ouais. c'est ça. bien Peut-être une petite balade à 2h du mat, une envie de caraco, pif paf. On peut pas acheter, c'est bête, donc ça sert à rien au final. Ça sert à rien. Alors à la rigueur, on peut imaginer, bon voilà, une petite envie de caraco à 2h du mat, bon, les vêtements, passons. Mais les pharmacies, Laurent, pourquoi? Ah oui. C'est incompréhensible. Pourquoi il y a peut-être envie de pastilles, de collyre, une envie pressante de collyre ou quoi? Je ne sais pas. Comment susciter ça? Est-ce vraiment important? Je pense qu'on aura la réponse avec nos experts en tout cas. Voilà, je pense On que va tout savoir. je remets les lunettes Ouais. quand même. On va tout Non, savoir. allez, les autres. Les vrais. Les Allez. vrais. On va continuer à s'éclairer sur ce sujet. Eh bien, ce sera tout de suite en images. Vous regardez. Bah, elle est où la Voie lactée? C'est fini, on peut plus la voir. Il y a trop de pollution lumineuse. Eh oui, aujourd'hui, un tiers de l'humanité est privé de Voie lactée à cause de la pollution lumineuse, c'est-à-dire tous les éclairages artificiels qui, la nuit, envahissent notre environnement. Merci l'éclairage public, les enseignes de magasins, les phares de voitures, etc., etc. Et c'est pas prêt de s'arranger. Chaque année, cette pollution lumineuse augmente de 2%. Mais ce ne serait pas si grave si la pollution lumineuse n'embêtait que les astronautes. Hélas, plus ça va et plus on se rend compte de l'étendue et de la gravité de ses conséquences. L'effet le plus indiscutable, c'est sur la nature. Par exemple, les oiseaux migrateurs qui, complètement perturbés, n'arrivent plus à se déplacer de nuit et meurent. Un vrai cimetière, pas moins d'1 million par an quand même. Et on ne vous parle pas des insectes dont c'est la seconde cause de mortalité après les pesticides, fâcheux quand ils ne peuvent plus jouer leur rôle de pollinisateurs. Et notre santé à nous aussi est touchée. La pollution lumineuse perturbe notre rythme circadien, c'est-à-dire l'alternance jour-nuit, et donc notre horloge biologique. Troubles du sommeil, cancer, perte de densité osseuse et de muscles, obésité, diabète, déficience immunitaire, bref, trop de lumière, nuit. La bonne nouvelle, c'est qu'une prise de conscience se fait jour. Une loi vient d'être votée qui limitera par exemple l'éclairage public à 1h du matin. Il éclaire bien ton téléphone?
c'est pas Et intéressant. pour aller plus loin sur ce sujet, on va retrouver Alain Leguet. Bonjour Alain, vous êtes correspondant Bonjour. régional de l'ANPCEN. Ça ne devrait pas exister des abréviations comme ça. Vous allez nous expliquer. Qu'est-ce que c'est l'ANPCEN? C'est l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne. Très bien. Alors, quel est son rôle? Alors le rôle, c'est de lutter contre tous les mauvais éclairages qui polluent la nuit, etc., qui polluent aussi les animaux, qui nuisent, comme je disais dans le petit film, à la pollinisation des insectes, etc., quoi. Alors, Et c'est- aussi l'éblouissement des conducteurs, on va y revenir. toutes les justement. lumières inutiles. Ouais. C'est une association qui se mobilise depuis une vingtaine d'années. Ça signifie qu'avant, c'était plutôt, entre guillemets, tendance de tout éclairer partout, tout le temps. Ça a changé. Ah, ça a changé, mais je vais dire aussi, le mode de vie a changé. Tout a changé depuis 20 ans, même il y a 30 ans. Quand j'ai commencé il y a 30 ans, je vais dire, l'étalement urbain n'était pas autant fait. Ouais. Les zones commerciales, il y en avait beaucoup moins. Les zones artisanales, industrielles, il y en avait beaucoup moins. On travaillait et distribuait pas 24 heures sur 24. Ouais, ça a changé. Donc Le tout rythme ça, de ça vie fait a changé. beaucoup de lumière. Qui est même visible depuis le ciel. Hein. On va pouvoir voir quelques images prises par Thomas Pesquet. Et c'est assez impressionnant. Hein. On voit la Bretagne. Là, vous regardez, c'est incroyable. Vous Thomas allez pouvoir Pesquet nous qui bosse pour France 3 Bretagne, c'est quand même sympa de sa part, c'est qu'il va exprès pour Ensemble c'est mieux Ouais, prendre sympa. des photos. Merci. Là, on voit très On bien. voit ces halos autour des grandes On agglomérations. voit très hein. bien Paris, hein. Regardez, on voyait quasiment au centre de l'image. Ouais. Et à gauche de l'image, vous voyez la Belgique, qui est avec tous ces éclairages des autoroutes. Voilà, c'est Voilà, assez par impressionnant exemple. ces images-là. Alors c'est beau, hein, vu du ciel. Ah, voilà. Oui. Ça paraît joli. Paris, c'est Voilà. mignon. Avec l'île de la Cité, etc. Et remarquez aussi les zones qui sont un peu bleutées. Ça, c'est tous les nouveaux éclairages à LED. Et Voilà, ça c'est tout ce qu'on voyait là, c'est de la lumière qui est mise vers le ciel, donc qui est inutile, qui sert à rien. Alors, on va justement expliquer un petit peu tout ça. Quand vous parlez de lumière inutile ou de mauvaise source lumineuse, ça signifie quoi exactement? Alors, une mauvaise source de lumière, en fait, c'est une source de lumière qui n'éclaire pas là où ça devrait, tout simplement. C'est-à-dire le sol, pour faire clair. Mais ça sert pas à rien d'éclairer les jardins, d'éclairer les façades, d'éclairer le ciel, par exemple. Parce que ça, c'est de la lumière qui est inutile et qui éblouit les conducteurs, par exemple. On peut, par Les exemple, cyclistes, tout le monde. ouais. Il y a des exemples hein, que vous avez pris en Bretagne, hein, Ouais. qui n'est Ça, pas c'est forcément une région plus impactée que d'autres par la pollution lumineuse. Bah, regardez cette image-là, par exemple. Ah, non. Ouais. Mais Place là, Sainte- c'est ça. on va voir l'exemple d'un garage, si vous voulez bien, Voilà. sur la RN12 à Trémuson. Là, vous allez nous expliquer voilà, l'impact justement de ces Bon, là, on est à Rennes, éclairages. a priori. La RN12, donc à Trémuson. Voilà, là on Voilà. voit, ça éclaire Alors, toute la vous voyez quatre que toute la 4 voies, vous êtes sur la 4 voies, vous venez de Guingamp. Ouais. Vous venez de Guingamp, vous voyez un gros flash là, qui vous éblouit quasiment. Alors ce flash-là, ça éclaire la 4 voies, mais ça éclaire aussi les maisons qui sont de l'autre côté de la Ouais, 4 voies. c'est ça qui est fou. Ça a un Et impact, ce garage-là, le maire a intervenu, les habitants, etc. Le garage ne veut rien savoir. Parce qu'en fait, là, il éclaire ses voitures. Donc un bon lampadaire, si on veut essayer d'être très clair et de résumer, ça doit éclairer jusqu'à 70 degrés. Vous dites ça, c'est Entre éclairé 70 degrés par rapport à la verticale jusqu'au sol. jusqu'au sol. À l'horizontale, À l'horizontale, ça éblouit, donc Ça ça sert à éblouit. rien. Et au-dessus et au-dessus, ça, c'est on inutile. éclaire le ciel. En On gros, éclaire c'est le ça. ciel. Euh, Bah, là, voilà. Donc là, on va jusqu'à 100 degrés. Ouais. Voilà. Ouais. Bah, là, 90 degrés, c'est l'horizontale. 95 degrés, c'est au-dessus. 70 degrés, c'est tout ce qui est en bas. Alors les Et bons c'est- lampadaires, ils existent. Il suffit que, en gros, les communes cherchent un peu, c'est ça, et pour faire les bons choix. Il y a Voilà, des bons ouais. exemples quand même Ouais. Ah dans oui, certaines oui. communes. Bah, Trégueux est un bon exemple. Trégueux est un bon exemple. Et on va que y je revenir connais dans depuis quelques instants. quasiment plus de 20 ans. Ils avaient des anciens lampadaires à lampe Ouais. qui éclairaient très bien, qui éclairaient le sol et qui éclairaient rien du que le sol. Et quand on change, on voit, hein, par exemple, la Méogon, près de Saint-Brieuc, quand on change les éclairages, et ben, tout de suite, on voit les résultats. Voilà. C'est assez flagrant. On va voir ça dans quelques instants. Ça va être un bon exemple parce que vraiment. Voilà, donc voilà, on là, va vous voyez, avant, après. avant, après. Voilà, Et on c'est éclaire juste et ce c'est des qu'il faut. nouveaux éclairages à LED. Enfin, moi, je dis DEL comme les Québécois, c'est diode électroluminescente. Je parle anglais, mais je parle aussi français. Ça aussi, c'est mon petit. Donc, vous voyez, là, en haut, c'est un ancien lampadaire à paralume. Et vous voyez, ça éclaire la façade, ça éclaire de partout. Ça fait en plus un joli cône d'ombre. C'est-à-dire, en dessous du lampadaire, vous voyez rien. Ouais, ça va, c'est pas éclairé. Tout bêtement. Tandis que le nouveau lampadaire à DEL, ça éclaire pas la façade, ça éclaire le sol. Ouais.
Il y a un seul petit truc que j'irai voir avec le SDE, c'est qu'avec les DEL, le problème des DEL, ça éclaire Le tout en SDE, bas et qu'est-ce que c'est pas sur les côtés. C'est quoi le Il y a SDE, monsieur Leguet? Excusez-moi. le SDE, c'est le syndicat d'électrification. D'accord. C'est eux qui Justement, on a voulu faire quelques payé petites votre facture. économies d'énergie. Désolé. Alors, le seul problème, c'est que ça éclaire. C'est très éclairé, très fortement en bas, et sur les côtés, vous avez quasiment plus d'éclairage. Ça, c'est le problème des DEL, ça éclaire tout en bas et rien sur les côtés. Bon. Et Alors, c'est pour ça qu'ils mettent le maximum. J'ai mesuré, là, ça atteint des niveaux, je vais dire, le 10e de ça, quoi. Et c'est Alors- plus économique aussi, les DEL, LED Oui, on va dire les LED pour Oui, simplifier. Les LED, c'est comment le lampadaire du dessus, je crois que c'est du 100 watts à peu près. Ok. Le lampadaire du dessous, c'est 36 watts. Ah oui, d'accord. Alors, on vous sent passionné, Alain Leguet. Votre combat, il commence heureusement à porter ses fruits, parce que vous avez été consulté et entendu afin que la loi évolue en matière d'éclairage public. Qu'est-ce qui s'est passé en décembre 2018 ? Alors, ça s'est passé 3 mois avant décembre 2018. Il y a eu un arrêt du Conseil d'État qui... Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et pendant 3 mois, on a discuté avec les ministères pour faire des nouveaux arrêtés contre les nuisances lumineuses, etc., pour mettre des normes, des seuils, etc. Donc, on a bataillé avec le ministère et aussi avec d'autres personnes, nous, les éclairagistes, etc., pour Et faire il y a des un texte éclairages. qui est Voilà. passé. Et il dit quoi ? l'arrêté est passé, il y a des normes, 35 lumens par mètre carré, mais bon, je vais dire, ça c'est de la technique. Et là, maintenant, on devra avoir un ULR à 0%, 1%, c'est-à-dire éclairé vers le bord, en gros. Donc là, on a gagné beaucoup de choses. Maintenant, il faut que les communes prennent l'arrêté. Alors, et vous fassent savez les quoi ? Eh bien, c'est justement le sens de la question d'une téléspectatrice que nous allons écouter tout de suite. Et sans doute que Madame Alenic pourra y répondre. On va tout de suite écouter cette question d'Élodie. Bonjour, je me présente, Jacques Elodie, et je voulais savoir, selon vous, comment joindre nos politiques à diminuer la pollution lumineuse dans les métropoles afin d'éviter la perturbation de la biodiversité et la migration notamment des oiseaux. Rachel Alenic, bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes conseillère municipale et animatrice de la cellule énergie de la ville de Trégueux dans les Côtes-d'Armor. Alors, ce n'est pas une grande métropole, une mégalopole, mais c'est une plus petite ville qui a pris des mesures. C'était un vrai choix politique. Qu'est-ce qui a poussé la ville de Trégueux à faire ce choix-là ? La L'économie ville de Trégueux a une fibre environnementale et fait attention depuis les années 90, donc ça fait déjà plusieurs années. Et donc, au début des années 90, la fibre environnementale, elle se faisait surtout pour le cadre de vie, l'environnement. Donc, c'était des sentiers pédestres, etc. Et on a développé au fur et à mesure cette fibre environnementale en créant la cellule énergie. D'accord. Donc pour vous, en fait, ça fait partie d'une démarche environnementale globale. Globale, donc la cellule énergie, au fur et à mesure de ses actions, Alors justement, développe. On va parler d'action parce qu'on va être très concret, on n'a pas beaucoup de temps, il faut qu'on soit efficace. Chez vous, qu'est-ce qui se passe ? L'éclairage public, est-ce qu'il est éteint la nuit ? L'éclairage est éteint la nuit depuis 2009. Et puis, il y a aussi un budget d'investissement important pour changer aussi tout l'éclairage public, donc changer tout ce qui est lumière fluo compact pour les passer en LED, justement. Alors, vous avez reçu l'an dernier le label Ville étoilée, qui témoigne de votre engagement très actif. La 3e étoile. Voilà, 3e étoile. Très concrètement, quel a été l'impact financier de vos actions, justement, pour diminuer la pollution lumineuse dans votre ville ? Mais là, au départ, c'est vrai que quand on décide d'éteindre les lumières, l'éclairage public la nuit, c'est aussi dans une démarche d'économie financière, puisque la cellule énergie avait été créée pour vraiment réduire ses consommations, les surveiller de très près et les réduire. Donc, quand on les a surveillés de très près, l'idée, c'est de les maîtriser, de trouver des solutions qui fassent baisser aussi le budget des consommations énergétiques. Donc, au départ, c'était fait pour ça. Donc, on a baissé de 40... En 2010, on avait 500 000 kWh de lumière sur l'éclairage public. Aujourd'hui, on est à 345 000. Donc une baisse de 46%. 46%. C'est impressionnant quand même, c'est pas rien, quoi. Donc, Trégueux, si tu Donc commandes... c'est aussi
tout en augmentant le nombre d'habitations et donc le nombre aussi de points lumineux. Ouais. Donc, c'est vraiment du coup. donc en statistique, on est par rapport au ratio national, le nombre de points lumineux est plus important. Par contre, la consommation de kilowattheures par habitant est plus faible qu'au niveau national. Oui, vous êtes à 56 contre 85 au niveau voilà, national. tout à fait. C'est ça. Ouais. Et sur les émissions de CO2, vous pareil, hein, vous êtes à la moitié de la moyenne nationale. Ouais, 100 pour 50 sur la ville de Trégueux, tout à fait. Là, je vais me tourner vers vous, Alain. Est-ce que la Bretagne est une région exemplaire, un petit peu en termes de lutte contre la pollution lumineuse ou pas? Est-ce qu'il y a beaucoup de communes qui jouent le jeu comme ça, comme la ville de Trégueux? On n'a pas l'impression, parce qu'on a vu la carte, on l'a aperçue tout à l'heure. Dans les Côtes-d'Armor, il n'y a qu'une autre commune qui est VVE, Ville et Village Étoilé. C'est du côté de Lannion. Donc c'est pas encore... voilà, il y a un combat qui continue. Quels sont les freins, selon vous? Vraiment. Parce qu'on entend souvent les arguments, oui, mais si on éteint l'éclairage, il y aura plus de vols, il y aura plus d'agressions. Ça, pour vous, c'est... Ça, c'est ça, oui, c'est le sentiment d'insécurité qui trotte dans la tête de tout le monde. Et ça, c'est faux. Même nous, à la limite, attention, on n'est pas la peur du noir, on sait ce que c'est. Hein. Et vous disiez, c'est faux, parce que 80% des vols ont lieu le jour. Le jour, oui. Voilà. Et des fois, en plein jour et devant témoins. Oui, et puis sur des communes comme les nôtres, la nuit, on n'a pas énormément de gens qui sortent non plus. On laisse l'éclairage le week-end. Ouais, donc on éteint à 10h30, on rallume à 6h. C'est le sentiment d'insécurité, tout simplement. Et bon, il y a le syndicat alors, il y a aussi des freins économiques, il ne faut pas l'oublier. Derrière l'installation d'éclairage, il y a des fabricants, des installateurs et EDF qui vend son électricité. Donc il y a des trucs économiques. Mais bon, ça peut se dire, vous pouvez aussi éclairer mieux en dépensant moins d'énergie, tout simplement. Quels sont les secteurs qui posent le plus de problèmes? Est-ce que c'est les zones commerciales? Est-ce que c'est les serres? Est-ce que c'est peut-être les nouvelles publicités les écrans? C'est ça qui vient maintenant. Ces écrans numériques, expliquez-nous D'ailleurs, un petit peu pourquoi on ça aurait pose pu tant voir la de photo de problèmes. Pesquet, en fait. Là, vous voyez, par exemple, en Bretagne, vous voyez toute la Nationale 12, vous la suivez avec les lumières. Et ce n'est pas les communes, en fait. C'est toutes les zones commerciales, les zones artisanales, les zones industrielles. Moi, ce qui est à Saint-Brieuc, ce n'est pas Trégueux qui me gêne, ce n'est pas Langueux, ce n'est pas Saint-Brieuc même. C'est en fait la zone de Langueux, la zone de Plérin, etc. Alors les panneaux comme ça, là, les panneaux et maintenant, publicitaires, ça pose un énorme problème. Maintenant, dans les villes, d'ailleurs, à Rennes, j'en ai vu, comme les abribus, il y en a plein. Ça consomme un panneau de ce genre-là, il faut bien savoir que ça consomme autant qu'un ménage pendant 1 an. Ok. Bon, j'ai fait un calcul à la louche, 1 an de consommation. En sachant aussi, avec mes amis de Skylab, on a fait une étude là-dessus. On a fait une étude sur Paris. Si on mettait 141 panneaux de ce genre-là à Paris, 140, on va dire 140, ils pollueraient autant que tout l'éclairage de Paris en lampadaire, ce qui fait 14 000 lampadaires. Impressionnant. Pourquoi? Parce que ça éclaire à l'horizontale, c'est de la lumière bleue, ça diffuse très très loin. Donc ça, on en voit, il y a dans les magasins, dans les communes. En plus, je veux dire, c'est impactant la sécurité routière. Mais oui, parce qu'il y a beaucoup d'informations, les animations autour des ça dévie l'attention. Vive les Belges. Je vais faire un peu de racisme anti-belge. Non, mais j'aime bien les Belges. De toute façon, en Belgique, c'est pour ça que j'ai fait un article là-dessus, je vous l'ai envoyé. Ça, en Belgique, ils ont dit ces panneaux-là, c'est des messages, oui, mais de 30 secondes. C'est-à-dire, là, il ne faut pas des images qui bougent tout le temps. Et ils limitent ça de... Et en plus, à 22h, ils les arrêtent. On arrête. Alors, c'est les Flamands qui ont lancé l'affaire, et maintenant, les Wallons, on refait pareil. Alors, on pourrait faire ça en France aussi. Et aussi les éteindre à 22h. Et en plus, moi, à Saint-Brieuc, il y en a 2, ils sont en plein dans des ronds-points. Ouais, ça, c'est pas la meilleure des idées. Alors, ils m'ont dit, oui, il n'y a pas d'accident. Je vais y arriver. Monsieur Leguet. Monsieur Leguet, ressaisissons-nous. Est-ce que vous pouvez nous donner les 4 pistes d'amélioration pour vous? On va faire très rapide, efficace. Il faut appliquer les 4 principes. Alors, éclairer là où il faut, juste ce qu'il faut, comme il faut, le temps qu'il faut, et avec la bonne lumière. Et ben voilà. QFD. C'est simple en fait. C'est tout. Et puis des communes qui doivent être exemplaires aussi et s'engager via des chartes ou des une volonté, politique également. Et qui, s'ils veulent, j'ai des listes de bons lampadaires, ils vont piocher. Voilà, on sait où trouver les infos. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur le sujet de la pollution lumineuse. Elle aussi, elle est lumineuse. Nous retrouvons Camille Génissel, notre experte animaux. Cette semaine, elle se penche sur un sujet pas si évident que ça. Comment apprendre la propreté à son chat? On regarde ça.
Bonjour, je m'appelle Carla et j'ai un chat de 1 an. J'ai un gros souci, c'est qu'il urine partout. Alors du coup, je suis vraiment désespérée et je suis à la recherche de conseils pour trouver une solution. Laurie et Madélina ont le même problème. Découvrons les astuces pour rendre les chats propres. Bonjour. Bonjour. Votre miaule, comment ça va petit chat? Je vous présente Kim. Bonjour Kim. Nos amis les chats ont souvent des problèmes pour aller dans leur litière. Je vais vous montrer comment faire pour lui donner envie d'y aller. On y va? Ouais, ça marche. Pour donner envie au chat d'aller dans sa litière, le mieux c'est de faire 2 choses. La première chose, c'est de lui proposer 2 litières pour un chat, parce que dans la nature, ils ont besoin de faire à plusieurs endroits. La deuxième chose, c'est que les litières soient toujours dans un coin au calme et tranquille. La première litière, on peut la positionner ici, par exemple. Et pour la deuxième, on peut la positionner dans ce petit coin-là. Comme ça, le chat se sentira au calme. Sinon, c'est comme si vous faisiez vos besoins en plein milieu du salon. Est-ce que c'est bien d'avoir une litière à couvercle? Le mieux, c'est une litière ouverte. Parce qu'avec un couvercle, ça garde les odeurs. Sinon, c'est comme vous lorsque vous rentrez dans les toilettes publiques. Ouais. Si vous surprenez votre chat en train de faire pipi sur le sol, il ne faut surtout pas le punir. Si vous le punissez, cela va le stresser encore plus et il fera pipi encore plus en dehors de la litière. Ce que je vous propose, c'est d'imaginer qu'il vient de faire sur le sol. On va donc prendre le chat et le mettre directement dans la litière. Dès qu'il sera dans la litière, vous pourrez le récompenser en le caressant avec une petite voix aiguë. Oh, oui, c'est bien. Ça va le rassurer, il ira beaucoup plus facilement dans sa litière. Pour que votre chat ne fasse pas ses besoins en dehors de la litière, il faut qu'il se sente bien. Pour qu'il se sente bien, il faut distinguer les différents espaces de la maison. L'espace jeu, l'espace toilette et litière et l'espace cuisine dans lequel il mange. Je vous propose de mettre l'espace cuisine au sol juste ici, à l'opposé de la litière. Et puis, on va mettre l'espace jeu ici, près de la fenêtre. De cette manière-là, il peut voir l'extérieur et bien observer son royaume. Votre chat sera beaucoup plus détendu parce qu'on reproduit exactement la manière dont il vit dans la nature en distinguant les différents territoires. En conclusion, pour que votre chat soit propre, installez 2 litières éloignées l'une de l'autre. Souvenez-vous, il préfère les litières ouvertes. Si votre chat urine sur le sol, mettez-le dans sa litière et récompensez-le. Distinguez clairement les espaces liés à ses besoins, un coin cuisine, un coin jeu et un coin litière. Et puis comme vous dites Maëlle, n'oublions pas, on habite chez son chat en fait. Tout à fait. C'est ça. Hein, on est chez lui. On est chez lui. Il nous accepte gentiment, mais pas tout le temps. Mais vous les aimez bien quand même. Mais oui. Chats. Et c'est pour ça que vous avez retenu aujourd'hui ce thème pour votre petit topo en breton. Alors voilà. Dites-nous tout, on va tout apprendre du chat. Déjà, comment on dit chat en breton? Case. Case. Le pluriel quicher. Bien sûr. Logique. Il y a quelques... Non, mais sur les animaux comme ça, il y a pire. Hein. Cheval, mar, pluriel, kezek. Logique. Et ça, je me souviens. Si on l'avait fait, voilà. Alors, case, a has, parce que ça mute quand on met l'article pour dire un chat. A has, gazes pour une chatte. C'est simplissime. Alors là, franchement. Oui. Case, cases. Le suffixe qui amène le féminin, normal. Vous devriez être incollable en grammaire depuis le temps. Alors c'est un animal, et animal en breton se dit lon ou loen, ça dépend d'où on est. Il fait partie de la famille des félidés, caséguet, case, on retrouve évidemment là-dedans. Parce que félin et chat, c'est logique, il y a la même racine par exemple. Là on critique le breton, mais nous on est mieux. Case, caséguet, au moins c'est la même chose. Et c'est un carnivore qui se dit en breton kik débrer, là pour le coup c'est facile, kik c'est la viande. Débrer, c'est celui qui mange, mangeur de viande, kik débrer. Là, tout est logique. On va parler un peu de l'anatomie du chat. Il a des moustaches qui se dit en breton mourou.
Mourou. C'est sûr que ça vous plaît. Mourou. Mourou. C'est pas pareil mal. pour les moustaches des humains. Oui, c'est les mêmes. Ah oui, d'accord. Ah, Ok. oui, d'accord. Alors normalement, les moustaches du chat, c'est les fibrilles. Si Oui, je c'est ça, me rappelle. fibris. Fibris. Et ça se dit fibris en breton? Ah, j'ai pas cherché. Oh mince. Parce que c'est pas un mot que j'utilise tous les jours, étonnamment. Non, étonnamment. Déjà en français, je m'en sers une fois l'an. Là, bah, voilà, ça c'est fait. Donc, en Catherine est breton- désagréable aujourd'hui, elle pose que des questions auxquelles on ne sait pas répondre. C'est énervant à force. Hein. Alors les griffes se disent skillful. Et pour le coup, ça marche pas pour les humains parce que théoriquement, on en a On pas. n'en a pas. Alors le chat miaule et miauler en breton se dit miawal. Ah. Jusque-là, c'est pas mal, mais en breton, il ne fait pas miaou, il fait miaou. Ah bah oui. Miaou. Il nasalise en breton, le chat. Oui. C'est Oui. du chinois. Bah, d'ailleurs, presque en anglais, miaou, c'est pas non plus miaou. Miaou. Une fois, mon chat m'a fait un vrai miaou. J'avoue, c'est arrivé une fois, mais miaou. Vous l'avez même dit. C'est un défi. C'est un défi. Alors le chat ronronne. Et ronronner se dit en breton rouzmouzat. Oh, c'est mignon. Et on a, c'est la petite rouzmouzat, on entend presque l'animal. Ou patérat, mais patérat me plaît beaucoup moins. Donc ça existe, mais voilà. Rouzmouzat, je pense que c'est celui-là que vous retiendrez. Ouais, c'est celui-là. Les expressions. Les expressions. on Alors, on utilise le chat un peu pour être désagréable parfois. On dit de quelqu'un qui est hypocrite ou poule mouillée que c'est un chat mouillé. Casse glip. Pour dire hypocrite ou poltron. Casse glip, donc chat mouillé. Après, il y a plusieurs expressions quand même avec le chat. Et d'arpesk gana has di weat mondaglaske vase. Le chat a volé le poisson, il est tard pour chercher son bâton, ce qui veut dire qu'il faut tout le temps rester attentif à ce qui se passe, être sur ses gardes. Neve onvet has ken neve kerzet warel lost. On ne connaît un chat tant qu'on n'a pas marché sur sa queue. C'est dans l'adversité qu'on découvre ses amis. C'est bien. Pour qui a marché sur la queue d'un chat et s'est peut-être pris un coup de griffe, ce qu'il fout. Voilà, on peut s'en rendre compte. Kasi gavale a lipebau en iniajom et kishen entan a jom da viawal ganan naon. Miawal da viawal. Miaulet. Mais si, quand même. Oui, bien mais sûr. oui. Chaton qui se promène se lèche la patte, fait bonne chère donc. Celui qui reste près du feu reste miaulé avec la faim. Sagesse populaire est devant nous. Pas à Richard dans Arlec et Chudargon. Carlette, non mais j'en ai plein. Quand les chatons viennent au saule, finit l'hiver rude. Alors, faut avoir des chatons et des saules pour faire la météo. Je pense que regarder la météo, ça va plus vite. Aussi, ouais, ça marche. Nem fiziet kenen ha zouchet en ur zonjal eve kousket. Ne vous fiez pas à un chat en boule en pensant qu'il est endormi. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Exactement. Voilà. Et on a une petite expression rigolote pour terminer. Quand quelqu'un se mouche, on dit pas à vos souhaits. Quand quelqu'un éternue, on dit ahaz à l'hippo, ce qui est très élégant, veut dire le chat lèchera. Oh non! Mais si! J'étais sûr que ça vous plairait dès le matin au petit déjeuner. On la garde celle-là. Il y a aussi une expression en Bretagne, il me semble. Vous savez, quand on fait des galettes, la dernière galette qui est avec le petit bout de pâte qui reste. Ou la première qui est ratée. La galette du chat. Ouais. Ah oui, le galichon. Ben oui. Ah, on dit aussi le galichon. Oui. D'accord. Bon, allez, je maîtrise mes troupes et je lance tout de suite. On va tous s'arrêter maintenant. Ça part en live. On va tous rentrer dans la même voiture à la rencontre d'une association. Je vous laisse découvrir tout de suite. C'est la rencontre de Billy d'aujourd'hui. Bonjour Franck, bonjour Didier. Bonjour. Alors vous nous accueillez ce matin dans cette superbe DS, alors j'allais dire DS3 mais non pas du tout, hein. C'est DS première, c'est hein, une c'est ça? Citroën DS. Une Citroën DS, c'est comme ça s'appelait. Elle est de quelle année cette voiture? 1963. 1963. Alors vous êtes le président et vice-président d'une association qui s'appelle Anciens Véhicules du Dividende, c'est ça? Tout à fait. Alors du coup, cette association, elle a combien d'adhérents? Elle sert à quoi? Racontez-nous un petit peu. Cette association a été créée en 1975. D'accord. Donc elle commence à avoir un petit peu d'âge. Quelques années après cette voiture. Ouais. Et on regroupe entre 240 et 250 adhérents. D'accord. Et ce qui représente en gros 850 à 900 véhicules. Ah oui, donc chaque adhérent a plusieurs voitures. 900 véhicules, c'est impressionnant. Alors, il y a des critères pour faire partie de l'association? Parce que j'imagine qu'on ne vient pas avec une voiture toute neuve. Non. Alors, quels sont les critères? Les critères, c'est d'avoir des véhicules d'avant 1970. D'accord. On accueille tout type de véhicules, automobiles, utilitaires, motos, deux roues, d'accord, tracteurs. D'accord, de véhicules, quoi. Voilà, c'est le plus large possible, mais avec une restriction sur l'année. Ok. Donc c'est tous les véhicules avant 1970, peu importe la marque.
peu importe la marque. D'accord. Donc 900 véhicules. Alors, vous organisez des événements, vous faites quoi de beau pour parler de votre association? On organise une douzaine de sorties par an, avec un point fort qui est le Tour d'Ille-et-Vilaine, dont Didier est l'organisateur depuis plusieurs années. Et on fait la 36e édition là, dans 15 jours. Ok, donc c'est cette année là. Alors, c'est quelle date le 36e Tour d'Ille-et-Vilaine? 21 et 22 septembre. 21, 22 septembre. Oui, donc c'est bientôt là. Voilà. Au départ de Saint-Malgrand. D'accord. C'est un rallye touristique, donc on essaye de faire du patrimoine lors de notre balade. Alors, on a bien compris que vous étiez à Saint-Malgrand toute la matinée. Vous allez traverser d'autres villes, je pense, le parcours un petit peu, parce que si je ne suis pas de là-bas... Voilà, donc on a commencé à mettre l'itinéraire sur Facebook. D'accord. Autrement, on va faire on va à Plumogat, Lanrelas, Collinet. Collinet. Saint-Gouéno, où il y a la fameuse course de côte, là. Et on va la faire dans l'autre sens. D'accord, ok. C'est un gros circuit. Et ensuite, on va à la Prénessé. La Prénessé, c'est où est née la famille Panhard. C'est les voitures, c'est ça, voilà. Je ne me trompe pas. Et que Citroën avait racheté la marque à l'époque. Oui, c'est vrai, tout à fait. Donc elle n'existe plus, mais la famille Panhard est née à la Prénessé. Là-bas. Donc ils viennent de mettre une stèle juste près de la salle où on sera. Et ensuite, on repart sur Mur de Bretagne. D'accord. En traversant plusieurs communes, la côte de Loudéac. Le lendemain, on repassera par un autre circuit. Je n'ai pas tout en tête là, mais ça sera une autre boucle dans le secteur de Saint-Gouin. On va faire un périple vraiment sur les petites communes qu'on ne connaît pas. D'accord, tout à fait. Et alors, si j'ai pas le temps, moi, le 21 et le 22, est-ce qu'il y a d'autres occasions dans l'année où je peux venir voir vos véhicules? On a nos sorties, donc là, le plus simple, c'est de nous suivre sur Facebook, parce qu'on dit d'où on part. Alors, les sorties sont toujours dans la région de Rennes, mais il n'y a pas de sortie traditionnelle avec un point de départ toujours le même. C'est ça, ouais, ça ça change à chaque évolue fois, systématiquement. Donc la dernière sortie aura lieu avec une visite à Montmuran, où on est aujourd'hui, qui sera le 21 octobre, et où là, on va aller de Montmuran à la Bourbansais. Ok. Donc, au château de la Bourbansais. Voilà. Et puis sinon, on est aussi présent sur des salons, alors comme Rétropassion, qui a lieu courant avril tous les ans à la foire à exposition de Saint-Jacques. Et là où il y a 80 clubs qui se rassemblent sous l'égide d'Engrenage. C'est toute la France là. Ah non, c'est que breton. Plutôt la Bretagne, oui. PZH encore. Tout à fait. Et là, il y a eu cette année 18 000 visiteurs quand même. Ah, un peu là, ça rigole plus. Il y a le centenaire Citroën comme cette année. Tout à fait. Donc il y avait une superbe exposition Citroën quand même. Bon, alors les rendez-vous 21 et 22 septembre cette année, les salons, on peut vous suivre sur Facebook. Eh ben merci beaucoup, on a passé un bon petit moment avec vous dans cette petite jolie DS. Mais moi j'ai envie d'aller faire un petit tour, mais je pilote pas très bien, donc je vous laisserai faire. Allez, merci beaucoup, bonne journée Franck, bonne journée Didier. Au revoir. À bientôt. Merci Billy. Et puis on aura remarqué le magnifique château de Montmuran. Pour aller dans un beau château comme ça, il nous faut un beau sac à la mesure de la beauté de ce lieu. Alors, Justine, vous nous avez fait une petite sélection pour la rentrée justement de sacs. C'est pour tout terrain, parce que voilà, on a toujours un sac différent en fonction de ce qu'on fait. Voilà, vous allez tout nous expliquer. Quoi de plus agréable en même temps de choisir son sac qui va nous accompagner toute l'année. Donc je vous ai fait une petite sélection qui risque de vous plaire et on va commencer par le premier, le plus fonctionnel. Forcément, à votre avis, j'ai nommé le sac à dos. Le sac à dos. Effectivement, le sac à dos. Alors, chaque foyer a un sac à dos, mais souvent qui est plus destiné pour son côté pratique et puis le sport ou finalement aller se balader. Mais c'est aujourd'hui vraiment une tendance et on le voit dans de nombreux défilés. Et j'en ai sélectionné donc deux qui, je trouve, vont être sympas autant pour les hommes que pour les femmes. Le premier, ça va être le cycling de la marque Fago, directement inspiré des coursiers. Vous pouvez le voir. Il est complet et esthétique. Le plus, il a un petit compartiment pour placer son ordinateur portable. Tout ça avec un look urbain et tendance. Je trouve que c'est assez sympa. Et il faut savoir, parce que je sais qu'on aime bien ça ici, la marque Fago, à chaque fois que vous achetez un produit Fago, un arbre est planté en France. Ça, c'est une quand même nouvelle. aussi quelque chose de sympa. Alors, autre sac à dos. Le deuxième, alors ça c'est aussi un peu plus le côté féminin, parce qu'il est rose, il est joli. Alors c'est très difficile à dire, c'est le Kanken de Fjällräven. Je ne sais pas si c'est ça. Si quelqu'un peut le sac à dos rose, quoi. Mais en tous les cas, il est très très bien. Savant mélange de style et de fonctionnalité. Il est confectionné à l'aide de matériaux respectueux de l'environnement et qui résistent en plus à toutes les intempéries. Et leur devise, c'est un dos droit est un dos content. C'est pas mal. En breton, c'est sympa aussi.
Orgain Rut, Orgain Lawen, mais ça fait pas envie plus que ça, dit comme ça. Non, effectivement, on va rester sur ce mât de devise. Ouais. Alors, si je veux un sac un peu plus chic pour d'autres circonstances, pour aller au travail, par exemple. Alors là, pour ces messieurs, je vais vous conseiller le sac messager. Je trouve que c'est chouette. Alors, j'ai amené un petit sac messager, très pratique grâce à sa bandoulière, justement, que vous allez mettre sur le côté. Un beau compartiment aussi, pour mettre tout ce que vous avez envie. Il est sympa et très tendance, justement, pour ajouter à une tenue. Donc là, il y a un petit côté rétro, en plus, sur la photo. Voilà, ils sont unisexes, ces sacs-là aussi. Alors c'est un peu plus là pour le coup destiné aux hommes, parce que je trouve qu'il y a un côté un petit peu plus masculin. Mais voilà, c'est à côté bandoulière, on le fait pas beaucoup. On est souvent plus sur le porte-document qui est aussi également très chic, beaucoup moins pratique puisque pour le coup il va se tenir à la main. Donc tout dépend en fait du trajet que vous allez avoir. Voilà. Donc ça c'est pour les hommes. Et pour nous mesdames. Bah oui. Je suis sûre que vous avez évidemment sélectionné quelque chose. J'ai sélectionné le sac Kaba. Puisque rien de tel, justement, d'avoir un gros sac pour transporter toute sa vie avec beaucoup de style. Donc, voici les 2 sacs Kaba que j'ai sélectionnés qui sont tendance et qui sont en ce moment dans les boutiques, avec beaucoup d'originalité et un beaucoup plus uni. Alors, est-ce qu'on doit associer notre sac à nos chaussures? Si on veut être total look... Ça, c'est une question qui revient. Oui, c'est une question qui revient régulièrement. Oui, c'est très très beau d'avoir une belle harmonie entre le sac et vos chaussures. Maintenant, grâce à la mode, on s'aperçoit qu'il n'y a plus forcément de règles non plus. Donc, il ne faut pas rester là-dessus. Je pense qu'il faut plutôt faire attention à la façon dont vous vous habillez. Si vous êtes surtout dans un look uni au quotidien, avec des couleurs assez foncées, au contraire, apportez de l'originalité grâce à votre sac et amenez de la couleur. Si à l'inverse, vous aimez justement les motifs, la couleur, peut-être rester dans un sac qui va être beaucoup plus classique. Alors, pas dans sa forme, mais plus dans sa couleur, pour pouvoir le porter avec plusieurs choses. Il faut peut-être choisir aussi en fonction de notre morphologie, peut-être. Et ça, c'est justement, c'est qu'un beaucoup gros plus important. Sac, quand on est petit, bon. Exactement. Si je dis rien, il y a Karl qui se moque. Je sais, je me moque pas. J'avais un sourire complice envers Laurence, qui effectivement, voilà, un Playmobil avec un sac à main, c'est pas toujours évident. Mais... c'est pas possible. Je retiens ça. Il y aura Vous aurez vengeance. 2 minutes de moi. Je suis plus là la semaine prochaine, moi. Non, mais surtout qu'en plus, elle a raison, c'est extrêmement important, puisque effectivement, une personne plus petite, si vous allez dans la tendance du sac XXL, forcément, on va complètement vous perdre en fait derrière ce grand sac. Et à l'inverse, pour les personnes justement qui ont tendance à être grandes, on va plutôt leur conseiller des sacs larges plutôt que longs, car sinon on va continuer à apporter de la longueur en fait à la silhouette. Et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Également, je me permets, pour les femmes avec des formes un peu plus voluptueuses, faites attention d'être plus dans des formes rectangulaire que trop ronde, au risque justement de rapporter à nouveau du volume. Il faut au contraire structurer la silhouette. D'accord. Mais vous savez quoi, Justine, on va s'arrêter là. Mais vous pouvez en vouloir à Karl, c'est juste pour ça. Super. J'ai fait une sélection pour les petits. À cause de sa remarque désagréable sur le Playmobil, voilà. Je deviens le bouc émissaire. On parlera des enfants une prochaine fois, ma chère Justine. Désolée. Non, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. Oui. On va parler de la philosophie des Lumières avec vous. T'as intérêt à assurer. Oui, j'ai intérêt à assurer le coup. Oui, aujourd'hui, on parle de pollution lumineuse dans cette émission et ça m'a donné évidemment l'idée de parler de la philosophie des Lumières. La philosophie des Lumières et la pollution lumineuse. Il y a un lien, effectivement. Alors, en parlant de philosophie des Lumières, on se dit, oui, mais pourtant, ce n'est pas de la pollution, c'est de la philosophie, c'est quand même quelque chose de positif. Oui, mais on peut parler de philosophie des Lumières comme de pollution lumineuse, mais une pollution positive, dans la mesure où la pollution, c'est ce qui dérange, c'est ce qui gêne. Et les philosophes des Lumières, ces penseurs progressistes, gênaient les pouvoirs en place, en particulier le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Alors, évidemment, la philosophie des Lumières, c'est quelque chose que tout le monde connaît, ce sont des noms précis qui nous viennent en tête, Voltaire et son traité de la tolérance. Il y a également Rousseau avec son contrat social. Vous vous souvenez tous de vos cours de français, de philo, etc. On évoque aussi évidemment Diderot et d'Alembert, leur encyclopédie. Mais finalement, qu'est-ce qu'on pourrait retenir de cette philosophie des Lumières ? Moi, il y a une expression employée non pas par un Français mais par un Allemand, Kant, qui écrit un petit opuscule en 1792 qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?» Et Kant utilise une expression qui est très belle, une expression latine qui est « sapere aude ».
Alors, on n'ose pas vous le demander de le traduire en breton, mais en français, ça donne quoi? Oui, sapere aude, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ose savoir, ose te servir de ta raison, ose te servir de ton entendement. C'est-à-dire remonte jusqu'à la source des connaissances, vérifie tout, ne fais pas confiance au c'est comme ça, au on l'a dit. Par exemple, si je vous demande à vous tous autour de cette table, vous connaissez tous la Chine? Oui, vous connaissez la Chine. Où c'est? Mais mais qui autour de cette table est vraiment allé en Chine? Ah non. Personne. Laurence. Donc ça veut dire que Laurence connaît la Chine, mais que nous tous, nous ne la connaissons pas, puisque nous en connaissons simplement des récits, des images, ce qu'on nous en a dit. Mais on fait confiance. Et c'est cette confiance qui parfois peut être un petit peu excessive et qui nous offre finalement aucune expérience directe. Alors, si on vous comprend bien, pour les philosophes des Lumières, la connaissance, finalement, se résume à l'expérience. Oui, la connaissance se résume à l'expérience et au fait de vérifier et de sourcer toutes ces connaissances. Aujourd'hui, on est dans une abondance de messages informatifs. On est tout le temps sur les réseaux sociaux, on nous raconte ceci, on nous raconte cela, mais on ne pense pas aller vérifier la véracité des faits. Alors on est bombardé d'informations par les médias, par la télé, par les journaux, par Internet, et puis on ne pense pas à vérifier. Je vous donne simplement une anecdote qui est arrivée en 2012. Il y a un média satirique qui est né, qui s'appelait le Gorafi. Le Gorafi, c'est une parodie évidemment du Figaro. La première news qui était parue sur les réseaux sociaux à travers le Gorafi disait Fort Boyard, un candidat oublié dans la cellule d'une épreuve retrouvé 7 ans plus tard. Alors évidemment, c'est une grosse blague, mais la moitié des gens qui ont lu cette news ont pensé que c'était vrai. Et Twitter s'est enflammé, les réseaux sociaux sont enflammés. On a pensé et on a fabriqué comme ça une contre-vérité à partir d'une grosse blague. C'est comme ça finalement que naissent les fake news aujourd'hui. Exactement. Alors je comprends, mais au XVIIIe siècle, il n'y avait pas tout ça. Quelles étaient les sources d'information? À l'époque, au XVIIIe siècle, la principale source d'information, malheureusement, c'était l'information religieuse. Il fallait par exemple que la science soit absolument en accord avec la religion. Les premiers préhistoriens, les premiers chercheurs de vestiges préhistoriques devaient être en accord avec la Bible qui disait que l'être humain est apparu sur Terre en exactement moins 4004 avant Jésus-Christ. Donc rien ne pouvait être daté d'avant. Et des Français comme par exemple Boucher de Perthes, qui était un héritier de la philosophie des Lumières, qui lui était un des premiers archéologues, a eu beaucoup de mal à faire passer ses idées, puisque lui avait retrouvé des vestiges préhistoriques qui dataient de moins 600 000 avant Jésus-Christ. Il a fallu à peu près 100 ans pour que la découverte de Jacques Boucher de Perthes soit enfin reconnue comme scientifique, mais allant à rebours de la Bible. Des fameux « c'est comme ça » de la Bible. Dieu est le grand maître, c'est le grand décideur, et tout doit se faire selon la parole révélée de Dieu. Grossière erreur, évidemment, à l'époque. Est-ce que les philosophes des Lumières, c'est ce qu'on se demande finalement, sont parvenus quand même à faire bouger les façons de raisonner, d'apprendre? Oui, heureusement, mais il faut toujours garder en tête aujourd'hui, à notre époque, que le fameux « c'est écrit sur Internet, c'est écrit dans les journaux, c'est dit à la télé, donc c'est vrai », il ne faut pas forcément faire confiance à tout ça. Ose te servir de ton entendement, sapere aude. Il faut se remettre en cause, se remettre en question le monde autour de nous, se faire confiance, certes, mais douter parfois. Donc pour ce message, merci à toi Kant, merci à toi Manu. Ben voilà. Bon, et ben merci à tous pour cette belle émission lumineuse. Vous avez éclairé ce plateau. Pardon Laurence pour le coup du Playmobil, Ah ben non, je suis faut dire désolé. pardon à Justine, mais... on va en discuter après. Demain, on parlera entre autres du sport sur ordonnance, les amis. Dans un instant, c'est le journal de l'Outre-mer. Vous retrouverez ensuite votre série Itinéraire Bretagne sur les grands sites sauvages. Manon Amiot et Christophe Rousseau nous font aujourd'hui découvrir, regardez comme c'est joli, les dunes sauvages de Gavre à Quiberon. Et puis ce sera suivi de notre journal régional. On vous laisse savourer. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée sur France 3 Bretagne. Kenavo. Kenavo.